OK. On est déjà une centaine qui sont connectés. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à la conférence Impact écologique d'éthique. Quelle ampleur, quelle solution? Une conférence qui est organisée par une équipe à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. L'équipe qui anime en fait le pôle environnement et société du Centre d'études de développement durable de l'IGEAD. Et donc, on va parler d'éthique et comme nous sommes ici tous ensemble autour de notre ordi, c'est clair que l'éthique prend de plus en plus de la place dans notre vie. Euh, Notre travail tourne autour de l'éthique, nos transactions bancaires, si on veut écouter la musique, regarder des séries, etc. Partout, il y a des éthiques qui sont impliquées. Mais bien que l'éthique nous apporte beaucoup d'avantages, il y a aussi une face cachée, en fait. Même si l'usage d'éthique ne crée pas des émissions ou des interactions avec l'environnement direct, il y a une série d'aspects environnementaux qui sont liés avec l'éthique et leurs usages. Pour créer ou pour assembler d'éthique, il faut extraire des ressources primaires. Dans un ancien téléphone, il y avait un certain nombre d'éléments, mais dans nos smartphones d'aujourd'hui, il y a presque la moitié ou plus que la moitié du tableau périodique du Mendeleïev qui est intégré. L'éthique consomme aussi de l'électricité qui doit être produite et qui doit être distribuée. Mais ce n'est pas seulement l'éthique qu'on utilise nous-mêmes en direct, comme l'ordi ou notre smartphone, mais c'est aussi tout ce qui est derrière tout ça, tout ce qui est nécessaire pour la communication. Les data centers, ils consomment en général, dans leur ensemble, presque 1% de la demande en énergie globale. Donc, ça représente quand même quelque chose. Et puis, vers la fin des outils qu'on utilise, des TIC qu'on utilise, on crée aussi des déchets qui doivent être traités et ainsi de suite. Et donc, surtout aussi dans cette situation qu'on se trouve déjà depuis une année, l'éthique prend encore plus de place dans notre vie. Et une étude qui a été publiée il y a 2 mois a observé que dans beaucoup de pays, il y a une augmentation de 20% de trafic sur l'Internet. Et s'il extrapole cela et les impacts environnementaux qui sont liés avec cela, ça représente une augmentation de l'empreinte carbone globale de 35 tonnes CO2. Et donc, l'équivalent de cela, c'est par exemple une forêt d'une superficie de 2 fois le Portugal, où c'est presque un tiers de l'empreinte carbone d'un pays comme la Belgique par an. Et donc, dans ce contexte, on a voulu organiser une conférence sur les impacts environnementaux d'éthique. Et on a cherché différents orateurs qui peuvent donner une image plus ou moins interdisciplinaire sur ces enjeux. Et donc là, on a plusieurs orateurs que j'introduirai plus tard, mais malheureusement, je devrais dire qu'un de nos orateurs ne peut plus être là. Soraya Boudia, elle a empêché et donc elle a pu apporter des aspects de sciences humaines et des critiques sur l'économie circulaire, mais donc elle est excusée. C'est dommage, mais c'était inévitable. Donc, avant de commencer à introduire le premier orateur, je tiens encore à vous donner quelques informations pratiques. Donc, ici, dans le Zoom, en bas de votre écran, vous allez voir qu'il y a un onglet ou un bouton Q&A, Questions and Answers. Et donc là, vous pouvez taper vos questions pour un orateur spécifique ou pour la discussion
discussion vers la fin du soirée. Et donc, après chaque présentation de chaque orateur, on va poser des questions plutôt de clarification aux orateurs. Et vers la fin de la conférence, on peut encore repêcher des questions plus larges ou plus générales. Donc, veuillez bien utiliser ce bouton ou cette fonctionnalité Q&A qui se retrouve en bas de votre écran. Donc voilà, ça comme une petite introduction, mais en fait, on a aussi invité un autre orateur qui donnera une introduction plus large pour ce soirée et il s'agit de professeur Olivier Markovitch. Olivier, ou Monsieur Markovitch, est professeur au département informatique de l'ULB, qui fait partie de la faculté de sciences et il travaille en fait sur la qualité et sécurité des systèmes informatiques. Et ensuite, il est aussi, ou en plus, il est aussi actuellement le doyen de notre faculté de sciences à l'ULB. Donc, Monsieur Markovitch, je vous invite à partager votre écran et prendre la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais partager ma présentation. Voilà, j'espère que vous la voyez. Wouter, elle est visible? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, merci Wouter, merci à Edwin et à tous les organisateurs. Et bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, on m'a fait le plaisir de me proposer de faire l'introduction de ces différentes interventions, de cette conférence de ce soir à propos de l'impact écologique d'éthique. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement. Je suis, comme l'a dit Wouter, je suis un informaticien, chercheur en informatique. Et donc, effectivement, la préparation de cette conférence, les discussions que nous avons eues avant la journée d'aujourd'hui a été fort intéressant pour moi pour me rendre compte finalement de beaucoup d'aspects dont certains j'avais vaguement conscience et d'autres que j'ai pu découvrir récemment. Et donc, je vais brosser un très rapide, parce que c'est une introduction, donc je vais brosser une très rapide image sous l'angle de l'informaticien, c'est-à-dire avec la vision de l'évolution de l'informatique en quelques mots. Ça ne va pas être très en profondeur. Et donc, finalement, les aspects environnementaux vont surtout être abordés par les panélistes, par les conférenciers qui vont suivre, dont c'est la spécialité. Moi, je vais introduire finalement légèrement chacun des domaines. Donc, un des aspects, pour commencer, c'est le fait que l'écologie, l'environnement est très peu ou pas abordé dans l'enseignement des technologies de l'information et de la communication. En fait, j'ai mis en bas dans ce slide, et vous voyez là, en gras, en petit et en gras, des tas de domaines qui sont abordés dans le cursus d'informaticien ou d'ingénieur informaticien. Et vous voyez qu'il y a déjà, même si l'informatique est une science encore relativement jeune, il y a beaucoup de domaines qui doivent être abordés. Et donc, ce cursus de 5 ans en informatique ou en ingénierie de l'informatique, finalement, est déjà bien rempli. On doit aborder des tas de problèmes de base comme l'algorithmique, la programmation, les langages de programmation, les systèmes d'exploitation. Et puis, petit à petit, on doit aller vers des domaines plus complexes et qui sont finalement assez fondamentaux aujourd'hui dans la société, tels que l'intelligence artificielle, la sécurité informatique, le génie logiciel et la gestion de projet, qui sont la façon de pouvoir gérer finalement ces grands projets informatiques, et les systèmes temps réel, par exemple. Ensuite, il y a toutes ces connaissances fondamentales mais avancées de l'informatique qui sont indispensables pour l'informaticien, qui sont aussi listées sur ce slide. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un domaine, même s'il est jeune, qui remplit déjà bien un cursus. Et en plus, c'est un domaine qui va très, très rapidement. Les nouvelles connaissances apparaissent très rapidement dans le domaine de l'informatique. Et donc, on est souvent amené à devoir revoir nos programmes de formation et pour ajouter des nouvelles matières. Et quelque part, finalement, quelque chose qu'on oublie systématiquement, c'est une vision peut-être un peu moins technique, mais plus environnementale de l'informatique, qui finalement n'apparaît jamais dans ces cursus et qui n'apparaît pas du tout, par exemple, dans le cursus en informatique à l'ULB, et qui devrait effectivement être introduit, alors si pas sous forme d'un cours en lui-même, mais peut-être comme un chapitre dans les différents cours qui attiraient l'attention sur ces matières-là. Donc, c'est pour vous dire la difficulté, malgré tout, de pouvoir à la fois avancer dans ce domaine qui va très vite, mais aussi de pouvoir avoir une vue qui dépasse la technicité même du domaine.
Alors, si vous regardez l'évolution finalement de l'informatique, c'est intéressant parce que c'est un peu cyclique. Donc, les premiers ordinateurs étaient effectivement, c'est évident, peu puissants, les processeurs étaient peu puissants, il y avait très peu de mémoire, et donc, de fait, les programmes devaient être optimisés pour pouvoir tenir sur ces mémoires et pour pouvoir fonctionner avec la vitesse des processeurs de l'époque. Et donc, finalement, ces vieux ordinateurs, ces premiers ordinateurs étaient finalement peu consommateurs en énergie. Cela dépend, parce que parfois, pour pouvoir faire des choses comme on fait aujourd'hui, on avait besoin d'énormément d'énergie, mais en tout cas, ils pouvaient être conçus comme étant peu consommateurs en énergie, et les programmes étaient eux-mêmes peu énergivores puisqu'ils étaient optimisés. Puis, avec le temps, l'évolution dans la fabrication des processeurs et dans leur puissance, et les ordinateurs ont gagné en cette puissance et ont gagné aussi en mémoire, cette mémoire qui est devenue de moins en moins chère et de plus en plus disponible. Et donc, on s'est retrouvé avec des disques durs, des SSD et des RAM, des mémoires vives, de plus en plus grandes, immenses par rapport au début de l'informatique, et des processeurs d'une puissance inouïe par rapport à ce qui se faisait dans les années 60 et même 70. Mais cette augmentation de puissance de processing et de quantité de mémoire s'est accompagnée d'applications qui sont naturellement devenues de plus en plus gourmandes en ressources et donc finalement beaucoup plus énergivores. Et cette gourmandise en ressources n'était pas nécessairement indispensable, parce que ce n'était pas toujours pour faire des choses plus poussées que ce qui était fait avant, mais aussi simplement parce que ces ressources étaient là et que donc il était moins nécessaire de faire de l'optimisation de code, puisque de toute façon, il y avait moyen de faire les choses de façon tout aussi simple et qui fonctionnaient tout aussi bien sur des ordinateurs plus disponibles en ressources. Et donc, ce qu'on a pu observer en termes d'évolution, c'est qu'au début, les ordinateurs finalement étaient essentiellement dans des centres de calcul. Les clients utilisaient des terminaux qui étaient des ordinateurs pratiquement sans intelligence, avec juste des claviers qui transmettaient ce qui était tapé au serveur. Le serveur faisait son travail et fournissait le résultat soit sous forme d'impression, soit sous forme d'affichage sur un écran. Et puis, les évolutions de l'électronique se faisant, les clients sont devenus petit à petit plus puissants, plus intelligents, les ordinateurs sont devenus des ordinateurs personnels, et on a pu commencer à avoir des systèmes client-serveur plus évolués, où le client faisait une partie du travail, le serveur une autre partie du travail. Et on est allé petit à petit vers des architectures distribuées, qui était vraiment l'idée initiale d'Internet, qui est de vraiment pouvoir distribuer le travail, le calcul, les informations à travers la puissance de calcul répartie sur la planète. C'est un peu le sens de ce qui est apparu par la suite aussi au niveau des centres de calcul et des data centers, c'est-à-dire de les mettre aussi en réseau, comme le fait par exemple le CERN pour analyser les résultats de ces expériences dans les accélérateurs à particules. Ça génère des terabytes de données lors de chaque moment de l'expérience qui doivent être analysées. Donc, c'est des calculs qui sont immenses. Et donc, ils font ce qu'on appelle des grilles de calcul. Les grilles de calcul sont des serveurs puissants qui sont mis en réseau entre eux, comme s'ils formaient un énorme ordinateur d'une puissance phénoménale et avec une capacité de stockage phénoménale. Donc ça, c'est toute la vision distribuée. Mais étonnamment, alors qu'on a cette puissance de calcul disponible finalement dans les mains de tout un chacun, que ce soit via les smartphones ou les ordinateurs, eh bien, petit à petit, on a quand même été vers les clouds, qui sont donc finalement une vision assez centralisée de l'informatique, telle qu'on va le voir dans un instant. Et donc, finalement, la situation aujourd'hui, c'est d'avoir des ordinateurs qui sont des ordinateurs personnels qui sont puissants à tout point de vue, que ce soit en capacité de calcul ou en quantité de mémoire disponible. Mais on a aussi des data centers qui sont excessivement performants, qui fournissent des services de type cloud. Et puis, on a cette nouvelle tendance qui apparaît avec la généralisation de l'usage de la connectivité des objets, c'est les objets connectés, l'Internet of Things, qui offre de plus en plus la possibilité de connecter les choses du quotidien. Alors, si on revient sur le cloud, puisqu'on a parlé des ordinateurs personnels et des serveurs, mais si on revient sur le cloud, au départ, les premiers services qu'on avait reçus, c'était surtout pour répondre à des besoins de mobilité. Donc, l'idée, c'était de faire de l'ubiquité des données, de permettre d'avoir la synchronisation de nos données sur nos différents outils, que ce soit notre ordinateur, nos tablettes, nos téléphones, de pouvoir faire du partage de données, donc de pouvoir rendre disponibles des données que l'on veut voir partagées avec d'autres, sans se préoccuper du fait que notre ordinateur est allumé ou pas allumé. On le dépose sur le cloud, donc sur les serveurs du data center, et la disponibilité de ces données est permanente. Puis petit à petit, on a rajouté à ces éléments de synchronisation et de ubiquité des données aussi une mise à disposition d'une puissance de calcul et de grands espaces de stockage à la demande. Donc, c'est le côté élastique de ce qui est produit par les data centers, c'est-à-dire qu'ils mettent en fonction de la demande plus ou moins de ressources disponibles pour leurs utilisateurs.
Et c'est là qu'il y a finalement un contraste intéressant et une sorte de paradoxe. C'est malgré le fait que ces data centers sont des dépenseurs d'énergie considérables, l'énergie qui est consommée, l'électricité qui est consommée par ces data centers est phénoménale et l'énergie rejetée, la chaleur qui est produite par ces data centers est très, très importante aussi. Et pourtant, malgré cette sorte de non-sens environnemental, eh bien pourtant, le cloud est aussi une manière de rationaliser, d'optimiser les ressources. On fait de l'usage à la demande, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner pour rien des processeurs ou des zones de stockage. On essaie de limiter aussi l'existence de données dupliquées, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent les mêmes données sur un cloud, eh bien, cette donnée ne va apparaître qu'une seule fois sur le cloud, si elle est accessible telle qu'elle, sans être chiffrée. Donc, cette déduplication va diminuer finalement le poids qui pèse sur le stockage, ce qui ne serait pas le cas si on était vraiment dans un environnement complètement distribué. Et puis, un peu comme la question des voitures qui polluent, les voitures à essence qui polluent dans la nature et le fait que produire des batteries électriques, ça pollue, mais on le fait à l'endroit où on les construit et l'énergie qui pollue aussi est produite dans des centrales électriques qui sont centralisées à un endroit précis. Ici aussi, le data center est une façon de centraliser la pollution, que ce soit la pollution de consommation énergétique, la pollution liée à la production de chaleur. Donc, quelque part, ça pose un problème d'environnement et d'un autre côté, c'est une façon d'optimiser les problèmes d'environnement aussi. Donc, il y a un paradoxe avec le cloud, mais qui existe. Alors, je vous parlais de Internet of Things, de l'Internet des objets. Et donc, finalement, donc, vous savez que de plus en plus d'objets sont connectés aujourd'hui. On connecte nos montres, on connecte nos ampoules pour certains, on connecte nos machines à laver, nos frigos, ça peut être de caméras de surveillance. Donc, voilà, on connecte sur les réseaux de plus en plus d'objets. Donc, ça fait cette informatique des objets, ce réseau des objets. Et certains de ces éléments, certains de ces objets ont très peu de puissance de calcul et très peu de mémoire de stockage. Et donc, finalement, on revient à cette situation qui était d'avoir une optimisation de ce qui est développé pour ces objets de façon à pouvoir tenir dans l'espace embarqué qui est souvent réduit. Et malheureusement, on contourne finalement cette limitation de la puissance disponible sur ces objets en reportant les traitements lourds que ces objets devraient réaliser et qui seraient incapables de réaliser vu les processeurs parfois peu ou trop peu puissants qui sont et la mémoire limitée de ces objets, parfois simplement due à la taille de l'objet lui-même, ben, ces traitements lourds sont déportés vers le cloud, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que le traitement qui serait trop compliqué à être réalisé dans une montre soit réalisé par le cloud et le résultat du traitement réenvoyé à la montre ou si la montre est l'objet connecté. C'est ce qu'on observe par exemple avec le traitement de reconnaissance de la voix pour certains téléphones portables, mobiles par exemple. Quand on fait de la reconnaissance de voix, la reconnaissance de voix ne se fait pas toujours sur le téléphone, mais pour que la qualité soit suffisante, cette reconnaissance de voix est faite dans les data centers de la société qui produit le téléphone. Et donc, la voix, l'enregistrement de la voix est envoyé dans le data center, la reconnaissance de la voix est faite au niveau du data center, ce qui est un traitement lourd, et le résultat de la reconnaissance est réenvoyé vers le téléphone. C'est une façon d'éviter les traitements lourds à des endroits où la puissance de calcul est limitée. Et donc, finalement, voilà, les Internet of Things permettent de contourner les questions de traitement lourd de l'information, mais d'un autre côté, ce traitement lourd de l'information ne se fait pas de façon distribuée, mais se fait de façon concentrée au niveau du data center. Donc, on a de nouveau une certaine distribution qui était finalement un peu l'idéal démocratique qu'on imaginait en informatique au départ, où on ne centralise pas l'information, on ne donne pas trop de pouvoir à un endroit au niveau de l'information. Et donc ça, c'est le côté distribué, mais qui est environnementalement parfois problématique. Avec donc l'Internet of Things représente de nouveau cette distribution de l'existence de puissance de calcul un peu partout, mais avec une concentration aussi qui est le cloud, qui résout un certain nombre de problèmes d'accès aux données et de puissance de calcul. Donc on est un peu dans un mode hybride aujourd'hui. Donc ça, c'était pour l'évolution. Bien sûr, comme l'a dit Wouter, on est aujourd'hui aussi dans un cas un peu particulier, qui est depuis mars passé, donc depuis presque un an, on est dans cette situation sanitaire où on fait nos réunions, on fait nos cours, on fait nos conférences, on fait nos événements. Alors si on parle de l'université, ben, les journées portes ouvertes, les séances d'information, les salons d'étudiants, tout cela est fait digitalement à travers des outils qui passent par Internet.
Et finalement, quand on reste chez soi, même nos loisirs sont sur des sites de vidéos à la demande ou des réseaux sociaux. Donc finalement, l'usage de l'outil informatique et de la digitalisation et des outils digitaux a complètement explosé depuis le début des premiers confinements. Et tout cela génère des quantités de données immenses qui doivent circuler sur les réseaux. Toutes ces vidéos, comme on est en train de le faire, et diffusées donc via Zoom vers tous vos ordinateurs et diffusées aussi sur Facebook. Tout ça consomme énormément de bandes passantes. Tout cela nécessite effectivement de l'énergie en grande quantité pour la transmission, pour le traitement. Tous ces flux vidéo doivent être codés, décodés, stockés. Et donc, il faut évidemment mettre en balance l'énergie immense que l'on génère, dont on a besoin pour traiter toute cette activité en ligne que nous faisons depuis un an, versus l'énergie et la pollution générée par la migration journalière de travailleurs qui se rendent sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est un sujet d'étude, évidemment, qui va peut-être être abordé par les conférenciers qui vont suivre. Mais donc, on est quand même dans une situation un peu particulière à ce point de vue-là. Alors, pour parler de ma spécialité, qui est la sécurité informatique, on se rend compte que finalement, la généralisation de l'usage de l'informatique génère des risques, qui génèrent des risques simplement parce que cette généralisation de l'usage informatique produit aussi une explosion des communications et des moyens de communication. Et quand ces communications sont, par exemple, radio, comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth ou d'autres technologies de communication sans fil, et bien évidemment, il y a des problèmes de sécurité qui sont abordés. Il y a d'autres questions de sécurité, comme l'augmentation des achats et des paiements en ligne. Il faut sécuriser toutes ces transactions. Il y a aussi la concentration, comme je le disais, d'informations sensibles sur les serveurs, sur les clouds. Et donc, tout cela nécessite des systèmes de sécurisation. Et une grande partie de ces méthodes de sécurisation sont basées sur un domaine des mathématiques qui s'appelle la cryptographie, qui sont des outils mathématiques qui sont mis en place pour assurer la confidentialité des données grâce à une technique qui s'appelle le chiffrement, qui offre aussi des techniques de non-répudiation. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que si, par exemple, on s'engage à faire quelque chose, on ne puisse pas le renier par la suite. Et par exemple, les signatures digitales sont un moyen d'assurer ce genre de service. Et les signatures digitales, c'est une formule, ce sont des formules mathématiques qui sont assurées par le domaine de recherche de la cryptographie. Et il y a bien d'autres exemples en cryptographie. Et cette cryptographie, ces outils mathématiques, alors vous voyez en grisé, j'ai mis des exemples de calculs mathématiques qui sont faits dans la plupart des outils tout à fait classiques, RSA, ES. Là au milieu, ici, c'est un algorithme de signature digitale, ça c'est un algorithme post-quantique, et ça c'est un algorithme de mise en accord sur la clé. Tous ces calculs mathématiques, en fait, ont un coût énergétique aussi. Il faut réaliser ces calculs, et souvent, et ça c'est le propre de la cryptographie, c'est que ces calculs se font sur des nombres qui sont très, très, très grands pour assurer une sécurité suffisante. Parce que si les nombres étaient petits, ils seraient facilement cassables dû à la taille des données. Et donc, on travaille sur des nombres très grands, et donc ces opérations mathématiques sont excessivement lourdes et sont donc consommatrices en énergie pour les réaliser. Et ce coût énergétique de faire ces calculs mathématiques pour assurer cette sécurité qui est indispensable va s'additionner au coût énergétique de l'application elle-même de base. Donc, si par exemple, vous êtes sur un site qui va faire une transaction en ligne, vous avez le coût du navigateur qui vous fait tourner, sur lequel il y a la page web qui fait la transaction. Donc, tout ça a déjà un coût énergétique. Vous transmettez des données, ça a aussi un coût de transmission et donc un coût énergétique. Et puis, au-dessus de ce coût, qui est le coût applicatif, vous devez rajouter le coût de sécurité, qui est le coût de la réalisation de ces formules mathématiques, qui se rajoute donc encore à cette débauche d'énergie pour réaliser l'application de base. Donc, la cryptographie a un coût et c'est un coût qui est difficile à retirer. C'est un coût qui se rajoute et qui est indispensable. Et ce coût est aussi nécessaire pour assurer une protection contre les attaques, c'est-à-dire que le but de la cryptographie, c'est de faire en sorte que les calculs soient tellement complexes que pour un attaquant, réaliser une attaque sur le système de sécurisation va lui coûter tellement cher parce que ça va lui demander tellement d'énergie physique pour pouvoir faire le calcul nécessaire qui réaliserait une attaque que ça n'en est pas nécessaire. C'est-à-dire que le coût serait tellement grand par rapport à la valeur de ce qu'il va obtenir que ça en devient prohibitif. Donc, le coût énergétique est quelque part voulu. Et un autre aspect, c'est qu'avec l'avènement de l'informatique quantique, donc l'informatique quantique, l'objectif, c'est d'utiliser les propriétés de la physique quantique pour faire de l'informatique et aussi de la sécurité informatique. Et avec l'avènement annoncé à moyen terme d'un ordinateur quantique,
qui va lui pouvoir réaliser des opérations bien plus rapidement qu'aujourd'hui, eh bien, on a mis en place ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. La cryptographie post-quantique, ce sont des mathématiques classiques qui ne nécessitent pas de physique quantique, mais ce sont des problèmes mathématiques qui vont assurer les moyens de faire de la cryptographie, mais sans passer, et ce même face à un ordinateur, face à un ordinateur quantique. Donc, un ordinateur quantique ne serait pas capable de casser ces mathématiques qui sont pensées pour être résistantes à un ordinateur quantique. Malheureusement, cette cryptographie post-quantique est souvent très coûteuse et parfois plus coûteuse que les algorithmes cryptographiques d'aujourd'hui, parce que soit les clés qui sont manipulées sont encore plus grandes que ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on utilise des nombres très grands, mais là, les clés pourraient devenir vraiment, vraiment beaucoup plus grandes. Donc, c'est-à-dire que les calculs sur ces clés prennent du temps et qu'il faut stocker ces clés. Ça prend de la place aussi en termes de mémoire. Ou bien le traitement lui-même est beaucoup plus lourd que ce qui se fait aujourd'hui avec des algorithmes classiques, mais qui sont, eux, cassés par un possible ordinateur quantique. Donc finalement, le passage à la cryptographie post-quantique, qui est coûteuse, va se faire à moins que subitement on annonce une impossibilité de faire un ordinateur quantique, ce qui n'a pas l'air d'être la direction vers laquelle on se dirige. On a l'air plutôt de se diriger vers avancée après avancée vers la création d'un ordinateur quantique. Et donc finalement, la cryptographie post-quantique risque de devenir un standard qui va être coûteux et encore plus coûteux que ce qui se fait aujourd'hui pour assurer la sécurité en informatique, donc encore plus de dépenses d'énergie. Enfin, un autre exemple, c'est les crypto-monnaies. On en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a eu l'achat de grandes quantités de Bitcoin par Elon Musk. Mais donc, ça fait de très nombreuses années qu'il y a des crypto-monnaies, des monnaies électroniques telles Bitcoin et Ethereum, et il y en a plein d'autres. Il y a des centaines de monnaies électroniques. Et pour beaucoup de ces monnaies électroniques, telles que Bitcoin et Ethereum, on fait l'usage d'une blockchain sous-jacente. Une blockchain, c'est une structure de données qui va contenir en fait les transactions qui sont réalisées avec la monnaie. Et pour valider les transactions qui se trouvent dans cette blockchain, on doit faire un calcul qui s'appelle un proof of work, que je ne vais pas décrire ici. Et la réalisation de ce proof of work, c'est ce qu'on appelle aussi un minage. Donc, miner, ça revient à faire un proof of work et ça revient à valider des transactions. Donc, le but, c'est juste de faire en sorte que quand quelqu'un veut dépenser ses bitcoins, eh bien, on va valider la transaction de dépense des bitcoins au moyen d'un calcul mathématique. Et ce calcul mathématique est immense et c'est voulu. Donc, le but, c'est que cette quantité immense d'énergie qui est dépensée pour pouvoir faire ce proof of work est une façon d'assurer la sécurité de la blockchain et donc des monnaies qui l'utilisent, comme le bitcoin, par exemple. Et pour vous dire à quel point c'est voulu, cette débauche d'énergie pour pouvoir assurer la sécurité de la blockchain, c'est que le protocole des blockchains et de Bitcoin est prévu pour que la consommation énergétique nécessaire pour pouvoir résoudre le problème de minage, résoudre le proof of work lors de la confirmation de transactions qui doivent être réalisées en Bitcoin, par exemple, eh bien, ce problème est rendu de plus en plus difficile en même temps qu'il y a des avancées technologiques en puissance de calcul pour maintenir le temps nécessaire pour résoudre le problème aux mêmes valeurs. Et donc, plus la puissance de calcul augmente, plus la consommation énergétique devient importante. Pour vous donner un exemple, si c'est correct, donc, dans un des rapports d'activité que j'ai lu récemment, il était dit qu'en 2018, l'activité minière, donc pour pouvoir faire toutes ces opérations mathématiques très lourdes pour confirmer des transactions en Bitcoin, donc l'activité minière de Bitcoin, si c'était un pays, ça représenterait le 47e plus grand consommateur d'électricité au monde avant la Grèce. Donc, c'est vraiment des très, très, très grandes quantités d'électricité qui sont utilisées pour pouvoir faire ces calculs qui permettent de faire en sorte que les transactions en Bitcoin se fassent. Et depuis 2018, la situation s'est évidemment empirée en termes énergétiques ou améliorée si on est un amateur de Bitcoin. Donc voilà, c'était un peu les différents éléments que je voulais mettre en perspective. Et donc, il y a bien sûr plein d'autres questions. Il y a la question, et donc plein d'autres questions vont probablement être abordées par l'un ou l'autre orateur qui va suivre. Mais donc, il y a la question du fait qu'on produit de plus en plus d'électronique. Je vous parlais de l'Internet of Things, mais donc, si on met de plus en plus d'objets connectés, ça veut dire qu'on injecte de plus en plus d'électronique dans des tas d'objets qui avant n'en avaient pas nécessairement. Et donc, on va devoir extraire plus de matière, plus de silicium, plus de matière parfois rare pour produire toute cette électronique qui va de plus en plus se généraliser. Donc, c'est une grande, grande quantité d'électronique qui est créée en plus. De plus, comme ce sont souvent des objets petits, on va aussi faire des processeurs de plus en plus denses pour essayer de tenir dans ces objets petits. Et de manière générale, on essaye aussi de faire des processeurs plus denses pour les rendre plus puissants. Et donc, cela accroît encore plus le besoin en matière rare et en silicium.
Et puis, il y a la gestion des déchets de toute cette électronique qui est produite en masse, de façon industrielle, encore bien plus que les ordinateurs et les tablettes et les téléphones qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a ce problème de pollution lors de la conception des objets, par l'extraction des matières nécessaires pour les produire, lors de l'usage, ça c'est l'énergie qui est consommée par tous ces appareils, et lors du recyclage, une fois qu'on a fini de les utiliser, parce qu'en plus, le cycle de vie de ces appareils est finalement assez court. Et donc, certaines pistes qui sont avancées, c'est d'augmenter la durée de vie et d'usage des appareils. Et Wouter, c'est mon dernier slide, rassure-toi, si tu as peur pour le temps. Je compense la présentation qui ne pourra pas être donnée. Donc voilà, je prends un peu plus de temps, mais j'en ai fini. Une des pistes, c'est d'augmenter la durée de vie et d'usage des appareils. Le cycle de vie aujourd'hui est beaucoup trop court. Et donc, si les appareils vivent plus longtemps, d'abord, on en produit moins et ça produit moins de pollution à la création. Et les algorithmes et les programmes qui sont créés vont finalement faut travailler plus longtemps sur des appareils qui sont moins puissants, puisqu'on va moins vite courir vers une augmentation de la puissance, et ça va réduire la consommation énergétique par rapport à cela. Donc, ça ne va pas la réduire, parce qu'on va toujours les utiliser, mais ça va réduire l'augmentation de cette consommation, puisqu'on n'aura pas tout le temps des appareils plus puissants qui sortent tous les quelques mois. Et puis, il y a la question, qui sera peut-être aussi abordée dans les prochaines conférences, des maxima de dépenses. Lorsqu'on conçoit du matériel ou du logiciel et lorsqu'on utilise du matériel et du logiciel, on pourrait aussi définir des maxima de ce qui peut être produit en termes de dépenses, en termes de pollution lors de la création, lors de dépenses énergétiques lors de l'usage et lors du recyclage, mettre aussi un maxima de dépenses par rapport à ce qui sera acceptable. Et donc, que ce soit le matériel ou le logiciel, serait borné par des dépenses acceptables de déchets ou de consommation énergétique. Et enfin, je voulais terminer en mettant une dernière phrase qui rappelle la toute première phrase que j'ai dite. Il faut effectivement penser de plus en plus à développer l'enseignement de l'impact énergétique des technologies de l'information, que ce soit sous forme d'un cours particulier ou que ce soit sous forme de chapitres dans les différents cours, à l'université, dans l'enseignement supérieur en général, et pourquoi pas, mais pour ça, il faut d'abord déjà introduire l'informatique en secondaire, mais aussi chez les plus jeunes, qui soient sensibilisés le plus jeunes possible à ces questions environnementales liées aux technologies de l'information. Voilà, je suis désolé pour le temps que ça a pris, mais je pensais que je rendais service. Voilà, merci beaucoup. Je vais couper ma présentation. Je vais peut-être juste regarder s'il y a des questions. Wouter, je ne sais pas comment tu veux faire. Oui, je peux les partager avec toi. Donc oui, en effet, merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Il y a deux questions sur le Q&A. Et moi, j'ai peut-être encore une autre question, mais on va commencer avec les deux qui sont sur le Q&A. Je pense que tu peux aussi la lire. Oui, je les vois. Donc, en fait, ce sont des questions sur l'ampleur de la consommation énergétique. Le crypto-monnaie, comment est-ce que ça se compare avec le système bancaire classique? Et quelle est le share, en fait, la partie que représente la cryptographie, donc pas seulement le crypto-monnaie, sur l'ensemble de la consommation d'un processeur. OK. Donc, pour la première question, concernant les crypto-monnaies, la consommation est immensément plus importante que pour un système bancaire classique, parce qu'en fait, dans un système bancaire classique, c'est essentiellement de la transmission d'informations, donc c'est de la communication essentiellement. Il y a assez peu de calculs dans les systèmes de type Proton, banc contact, tout ce qu'on a connu ces dernières années, c'est essentiellement un peu de chiffrement et des consomme un peu d'énergie, mais ce n'est rien comparé avec ce que fait les crypto-monnaies, à savoir, pour dire les choses techniquement, c'est une inversion d'une fonction de hachage cryptographique qui est réalisée, et ça consomme une énergie terrible. Donc, c'est vraiment sans aucune commune mesure entre ce qui se fait en crypto-monnaie et ce qui se fait dans un système bancaire classique. Mais le but des crypto-monnaies était de se passer d'un système bancaire classique. Le but, c'était de faire en sorte de ne plus avoir une autorité bancaire qui contrôle finalement l'économie et d'avoir un système monétaire qui soit complètement distribué grâce aux blockchains qui sont distribués partout et de supprimer ce pouvoir centralisateur. Mais donc, la consommation est bien supérieure. L'autre question, quel est l'ordre de grandeur de la consommation d'électricité liée à la cryptographie en pourcentage de la consommation des processeurs? Alors, je n'ai pas une réponse précise par rapport à ça. C'est quelques pourcents, ce n'est pas énorme. D'autant plus qu'aujourd'hui,
beaucoup de systèmes informatiques possèdent ce qu'on appelle des cryptoprocesseurs, c'est-à-dire qu'on va mettre un processeur dédicacé à la cryptographie dans l'ordinateur de façon à faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Et donc, on a la consommation finalement qui est dédiée à la cryptographie qui se trouve dans ce cryptoprocesseur. Donc, ce n'est plus un pourcentage de la consommation du processeur, mais c'est 100% de l'usage d'un cryptoprocesseur. Ça doit représenter par rapport à la consommation générale de l'ordinateur quelques pourcents. Ce n'est pas énorme. Je ne sais pas si Wouter, toi, tu as des chiffres par rapport à ça, mais moi, je n'ai pas de valeur précise. Mais ce n'est pas énormément, mais c'est quelques pourcents, mais c'est quelques pourcents rajoutés à toutes les applications. Et donc, au total, ça fait beaucoup si on imagine l'usage global de la cryptographie. Mais sur un ordinateur personnel, ça ne représente pas un pourcentage important. Et alors, je vois une troisième question qui est: peut-on envisager des audits de programmation permettant de mettre en valeur des points d'optimisation de complexité ou de consommation énergétique des programmes? Oui, tout à fait. D'abord, il y a des programmes qui le font. Il y a ce qu'on appelle des profilers qui analysent des programmes et qui regardent où est-ce qu'il y a plus d'énergie qui est consommée, où il y a des manques d'optimisation. Ça, c'est des outils qu'utilisent les développeurs. Mais c'est tout à fait possible, effectivement, d'auditer de cette façon-là le code. Et ce serait peut-être une pratique qu'on pourrait faire. Il faut juste qu'on trouve une façon, parce que c'est déjà compliqué, tout le cycle de développement informatique, trouver une façon que ce ne soit pas une source de stress ou de tension. Ce qu'il faut, c'est amener ça de façon positive dans le développement informatique. Et donc, il y a aussi toute la manière d'amener ça politiquement et organisationnellement. Mais c'est tout à fait possible de faire ce genre d'audit, même de façon automatisée. J'essaie d'être court. Ok, parfait. Merci. Il y a encore d'autres réactions, mais peut-être on peut en revenir vers la fin de la conférence parce que peut-être les autres orateurs ont aussi des choses à dire sur cela. Moi, j'avais juste une petite question aussi. Le lien entre la trafic de communication et la consommation en énergie ou la difficulté d'un calcul qui doit être fait et la consommation en énergie. Est-ce que ce lien est juste linéaire ou donc si on augmente la communication avec 20%, est-ce que ça veut dire qu'on augmente la consommation en énergie en 20% ou est-ce que c'est une autre fonction ou est-ce qu'il y a des seuils? Comment ça donc, fonctionne? La complexité du travail du processeur, du processing, s'exprime souvent donc en relation avec la taille des données qui doivent être travaillées et l'énergie aussi, mais ce n'est pas les mêmes formules. Donc, on peut très bien avoir une transmission qui est parfaitement linéaire en temps ou en transmission en énergie, donc que les données sont transmises linéairement au niveau de l'énergie d'un ordinateur à un autre, mais que le traitement de cette information soit exponentiel, par exemple, par rapport au temps nécessaire pour la traiter. Et donc, on va avoir une consommation qui va être immense en processing, mais finalement assez légère en transmission. Donc, il n'y a pas nécessairement un lien, ça dépend du traitement qui doit être réalisé. Mais que ce soit la transmission ou que ce soit le processing, c'est toujours en taille des données que c'est réalisé. Ok, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Markovic, pour cette intervention. Et donc, tu reviendras si on repêche des questions vers la fin de la conférence.